Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR pour le podcast bilan de cette saison 2020-2021 des Giants. Vous le savez, nous sommes éliminés, les playoffs commencent ce week-end. D'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, ça va être la première journée des playoffs. Et je suis comme d'habitude avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi, Plax ? Bah ça va plutôt bien. On a fini la saison sur une victoire, comme on disait, donc c'était la bonne note. Et on s'est dit que c'était l'occasion de parler, de faire un petit bilan de cette saison avec l'attaque, la défense, évidemment, très rapidement les special teams. On va d'abord commencer par parler de l'actualité, la toute petite actualité qu'on a, donc avec la conférence de presse qu'il y a eu avec Mara et Gettleman. Et on finira par les awards avec nos MVP, etc. Et on aura pour ça un invité en fin de podcast, quelqu'un qui nous suit sur la page et qui participe avec nous pour les élections de ces meilleurs joueurs. Il y a aussi les joueurs les plus mauvais, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, sur la conférence de presse, on a eu droit à quelques dizaines de minutes de John Mara puis de Dave Gettleman. Et globalement, ce qu'on peut retenir, moi ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que déjà, Dave Gettleman a été confirmé pour l'an prochain. Ça, on avait plus ou moins dit, Thiergo, tu t'en souviens ? Ouais. Donc ça a été confirmé, ce sera bien lui qui restera le GM. Et globalement, ce que Mara a dit, c'est que en fait, le boulot qui avait été fait entre Gettleman et Joe Judge, eh bien, il avait senti une bonne synergie entre les deux, et ça s'est ressenti en fait à la dernière draft et la dernière free agency, et donc il sentait qu'il y avait de quoi faire pour continuer, et il voulait pas faire de changement maintenant. Deuxième gros point qui a été dit à la fois par Mara mais aussi par Gettleman, c'est qu'il y a eu, comme ils ont dit, des miscalculations en 2018. En gros, ce que ça veut dire, résumé, tous les moves qu'on a fait en 2018 étaient à chier. Voilà, c'est ce qu'on avait plus ou moins dit dans le Gettlecast. C'est politiquement correct, la miscalculation. Ouais, voilà, des grosses bourdes. Exactement. Et avec Mara qui annonce qu'il a senti une amélioration en 2019 et vraiment du mieux en 2020. Et il pense, son avis, et c'est aussi le mien, que cette équipe est enfin sur des bons rails. Voilà, donc je sais pas si tu as des choses, toi, des choses qui t'ont marqué sur cette conférence de presse. C'était assez basique comme conférence. Ils font souvent ça en fin de saison. Mara, on en entend généralement pas parler, seulement, une fois en fin de saison, et puis à des moments clés. Dans la vie de l'équipe, notamment quand on a un nouveau GM ou un nouveau coach. Là, en l'occurrence, tout le monde se posait la question de savoir si Gettleman allait rester ou pas. Et moi, j'ai envie de dire que les grands esprits se rencontrent, puisque Mara pense un peu comme moi que... je dis ça avec comme toi, quoi. Voilà, je dis ça avec beaucoup d'humilité que John, puisque lui et moi, on est sur une base des prénoms. D'ailleurs, tu l'appelles Johnny, il me semble, parce que Johnny M. Et non, mais voilà, en fait, blague à part, ce qu'il dit, c'est on est dans une bonne dynamique. On va pas s'arrêter en si bon chemin, et c'était pour ça que moi je militais un peu pour garder des personnes comme Gettleman et même Garrett, en disant on va pas casser cet élan positif. Et d'ailleurs, on peut même faire le lien avec la conférence de presse de l'année précédente, au même moment où en fait justement Gettleman sortait encore d'une saison pourrie avec Pat Shurmur qui se faisait virer, et Mara disait Dave Gettleman est bien au courant que là il est sur, comme on dit, de thin ice, comme disent les Américains. Il est sur de la glace qui est très très fine, et s'il se reprend pas, il sautera. Et il s'est repris avec le choix de Judge, avec une intersaison qui était quand même très positive, et ça s'est vu sur le terrain. Donc sa confirmation pour moi n'est pas tellement une surprise. Ouais, c'est une vraie complémentarité qu'il faut entre le head coach et le GM, qui n'avait pas du tout avec Shurmur. Ça n'a pas fonctionné. On sait bien que le head coach, le GM ne choisit pas tout seul les joueurs, et ça a été reconfirmé. J'écoutais certains podcasts américains d'insiders qui racontaient que effectivement, ils voyaient Gettleman et Joe Judge comme deux geeks du football américain qui passent leur temps à parler des joueurs à drafter ou pas, etc. Et donc il y a une vraie dynamique. Et d'ailleurs, j'ai entendu, et tu vas être très heureux de l'entendre, que a priori les Giants seraient plutôt enclins à re-signer Garrett également.
même si il est interviewé pour des postes de head coach, notamment je crois chez les Chargers, pardon. Mais il voudrait, et exactement comme tu disais, il voudrait rester dans la continuité pour ne pas demander à notre quarterback de réapprendre encore un nouveau système de jeu qui serait un énième en autant d'années. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que tu disais au dernier podcast. Alors je sais pas si il parle vraiment de re-signer Garrett, parce que pour moi dans mon esprit à l'intérieur du inside the building, comme ils disent, c'est ce qui se dit a priori. Non, mais en fait, c'est parce que moi il me semblait qu'il avait signé un contrat de 2 ans, et donc en fait ce serait pas vraiment une signature mais un maintien. Bon, oui, après c'est de la formalité. Ils vont pas le virer, c'est ça plutôt. Non, ils vont pas s'en séparer, ils préféraient le garder, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Gettleman, et j'ai entendu dire aussi que par contre ils ont prolongé le contrat de Patrick Graham avec une petite augmentation pour justement éviter qu'il aille voir ailleurs. Il était notamment, je crois que les Jets avaient demandé à l'interviewer pour un poste de head coach. En fait, il n'y a même pas été. Ils lui ont dit pop, toi tu restes ici, regarde, c'est un petit chèque, tu mets ça dans ta poche et tu restes là. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et il a accepté. Et de toute façon, effectivement, il faudra c'est une très bonne chose qu'on le garde. Écoute, je te propose qu'on passe justement, puisqu'on parlait de Jason Garrett, à ce bilan de saison. Donc on fait attaque-défense, ce sera peut-être le plus simple. Je te lis quelques stats et puis ensuite on parle de ce qu'on a ressenti sur cette saison. Donc l'attaque, 17,5 points par match, c'est très très peu. On est 31e, je rappelle qu'il y a 32 équipes en NFL. 12 passes de TD, c'est effectivement, encore une fois, très peu. On est dernier, à égalité avec les Patriots. Donc, c'est pas terrible non plus. 27 TD au total, 31e, juste devant les Jets. Donc voilà, 31e, 32e, 31e, ça, c'est pas terrible. 1768 yards à la course. Là, on est 19e. C'est un tout petit peu mieux, sachant que ça avait commencé de manière catastrophique. J'ai regardé les stats de Saquon Barkley avant qu'il se blesse. C'était horrible. Je crois qu'il avait fait 19 courses, 38 yards. Enfin, un truc vraiment ridicule. 3336 yards à la passe, et là on est 29e. Voilà, donc pas grand chose de positif sur cette attaque si on regarde juste ces chiffres là comparé au reste de la NFL. Non, mais tout à fait, je pense qu'il est indéniable que l'attaque n'était pas au niveau cette année. Alors il y a eu quand même des éléments non négligeables à prendre en compte. On a perdu notre meilleure arme offensive en la personne de Saquon Barkley. On commençait avec un rookie left tackle qui en plus était mal coaché, et Sterling Shepard était absent les 4 premiers matchs de la saison. Donc déjà rien que tout ça, ça a compliqué les choses pour Jason Garrett. Je dis pas que Jason Garrett n'est pas responsable des mauvais résultats de son escouade, il a sa part de responsabilité. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas que lui. Et clairement, on a vu en début de saison qu'il y avait des calls qui étaient pas géniaux. Les Giants font partie des équipes qui tentaient le moins de passes profondes de la ligue. Je crois que Jones en a fait moins de 10. Non, peut-être pas ça, ou pas non, sur que toute ça. la saison. Non, voilà. Non, c'est pas ça. C'est en fait les passes longues qu'ils considèrent comme longues, c'est 10% du jeu de passe de Jones cette saison. Ouais, d'accord. C'est ça, voilà. Donc tu vois, c'est quand même pas énorme, et pourtant j'avais lu sur PFF que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Jones était plutôt efficace dans la profondeur. Ah, mais pendant un moment, il avait les meilleures stats en passe longue. C'était en rating, il était numéro 1. C'était assez fou parce que ça passait plutôt bien et on n'en abusait pas assez. Et il y a eu un déclic. Alors moi, sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des blessures. Saquon Barkley qui a été vite blessé dans la saison. Enfin, ça a été compliqué, une O-line, et avec un très bon move de Joe Judge qui a décidé de virer Colombo, l'ancien coach de la O-line. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait, en plus sans compter le Covid, plus le fait qu'on a un nouveau playbook, ça fait beaucoup de choses. Et on a eu un play calling de Jason Garrett qui a été, moi j'ai trouvé très mauvais pendant une bonne grosse partie de la saison. Et à un moment, il a eu le Covid, Jason Garrett. Et il y a Freddie Kitchens qui est arrivé aux commandes pour rappeler les jeux. Et je l'ai trouvé beaucoup plus agressif. Et depuis, la semaine suivante, en fait, quand Jason Garrett est revenu, j'ai trouvé son play calling lui aussi plus agressif, avec plus de passes longues. Et là, on a senti une vraie différence dans cette attaque qui arrivait à faire beaucoup plus de choses. Donc, il faut espérer qu'on reste dans cette dynamique-là et qu'on reparte pas sur les fameux jeux avec tous les joueurs qui font des stops à 5 yards, des trucs comme ça. Ça, c'est pas possible. C'est le genre de truc qu'on veut plus du tout voir. Mais clairement. Forcément, le retour d'un Saquon Barkley, en tout cas, devrait très largement aider cette attaque.
Et surtout aussi une meilleure exécution. Enfin, on en a suffisamment parlé d'Evan Engram pendant cette saison. Le nombre de turnovers qui sont liés à Evan Engram, ou voire de défaites qui sont liées à Evan Engram. Je pense notamment Oui, au match aller contre les Eagles, où il nous drop une passe parfaite de Daniel Jones sur un third down en fin de match qui en fait aurait clôturé le match. Il a failli nous perdre le dernier match contre les Cowboys. J'allais dire ça, il a failli nous le perdre. Il a tout fait pour nous le perdre, mais il n'a pas réussi. Mais il n'y a pas que lui. Tu penses aussi à un Darius Slayton qui en fait a été extrêmement irrégulier, alors que pourtant il a eu des phases de match qui étaient plutôt bonnes pendant la saison. Tu penses même à un Daniel Jones. Moi j'ai envie de repenser à cette interception horrible contre les Steelers où en fait il a remonté tout le terrain, tout ça pour faire une interception à 10 yards de l'end zone. Et donc tout ça c'est des erreurs d'exécution et donc sur lesquelles il va falloir travailler, et j'espère qu'en fait avec une intersaison complète et surtout pas trop confinée, en tout cas pour la NFL, Jason Garrett va réussir à améliorer tout ça. Il y a quand même eu une progression assez nette de l'ensemble de l'attaque. Il y a eu des ajustements qui ont été faits sur la O-line qui s'est très largement amélioré. Le jeu de course a réussi enfin à se mettre en place après quelques matchs. Jones a été bien meilleur en deuxième partie de saison. Ça a vraiment tout changé. Si on regarde ses fumbles, je pense que tu en as 80% qui sont fumble ou turnover, les interceptions aussi. Tu dois avoir une très grande majorité qui est sur la première partie de saison. En deuxième partie de saison, il a vraiment changé. Il a été bien meilleur. On était beaucoup plus. En fait, moi, je le sens dans la sérénité que j'ai à regarder le match. Quand je suis pas en train de claquer des fesses à chaque fois qu'il fait une passe ou qu'il se fait saquer, je me dis, ok, on ressent un mieux vraiment dans sa manière de jouer. Et il y a eu très peu de passes dangereuses en deuxième partie de saison. Je l'ai trouvé bien meilleur. Et donc ça sent bon en tout cas pour cette attaque. Alors quand même, on s'était planté et je pense que Gettleman aussi s'est planté quand on a cru qu'on était capable d'avoir un jeu de passe sans un vrai receveur 1. On voit qu'en fait c'est pas le cas. C'est pas Slayton qui a ce rôle de receveur 1. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu certains matchs où il a un peu flambé, mais d'autres où finalement il n'était pas dans son rôle parce que il a pas le niveau. Et Sterling Shepard qui lui est extrêmement bon dans le slot, un peu moins bon sur l'extérieur, mais qui a été aussi absent quelques matchs. Donc ça c'est pour moi un vrai manque qu'on a, et c'est le manque numéro 1, et c'est ce qu'il va falloir régler soit à l'intersaison, soit à la draft. Mais il va nous falloir, ou peut-être les deux, peut-être qu'en free agency on va pouvoir signer un bon wide receiver et en même temps récupérer un wide receiver en premier tour qui serait forcément beaucoup moins cher puisque ce serait un rookie. Il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose qui pourrait en tout cas changer radicalement notre attaque. Il nous manque un vrai playmaker, tu vois, c'est moche à dire, mais un Odell Beckham, le mec qui est capable de faire une réception sur un tracé slant mais remonter 50 yards derrière, tu vois. Ouais, mais en fait tu vois, je pense qu'on aurait pu se passer d'un vrai receveur à la Odell Beckham ou à la Mike Evans et compagnie, si en fait on avait des joueurs beaucoup plus réguliers que Darius Slayton et Evan Engram. Parce que il y a des équipes, mais qui ont aussi des quarterbacks qui sont beaucoup plus constants. Je pense notamment à toute cette période où tu as un Tom Brady qui en fait jouait avec des nains, Edelman, Wes Welker et compagnie, qui n'a jamais eu des receveurs extra, mais qui lui est aussi un quarterback hors norme, même si ça me fait un peu mal de l'admettre. Sa saison chez les Bucks montre que en fait c'était pas le système Belichick, c'était plutôt Belichick qui profitait du système Brady. Ou les deux, parce que pour gagner autant de Super Bowl, c'est peut-être pas que l'un ou que l'autre. Après, il y a aussi le système triche, mais ça, c'est un autre je fais mais le tout cumulé fait qu'ils ont gagné. Qui est fan des Patriots et de l'OM, et donc en fait, lui, la mauvaise foi, ça le connaît. Enfin bon, parenthèse à part, je suis d'accord avec toi, il nous faudrait un playmaker à la réception. Et donc comme tu disais, Evan Engram qui a été horrible, il a droppé 10% des passes qui étaient lancées dans sa direction, c'est énorme, beaucoup d'interceptions qui sont dues à lui. Il nous a pourri à la fois des drives et certains matchs comme tu l'as dit. Seulement 10%. Donc, 10% des passes lancées vers lui, ça fait beaucoup. C'est même pas des passes qui étaient catchées ou quoi. C'était 10% des passes lancées dans sa direction sont droppées. Écoute, moi dans la stat que j'ai, c'est pour ça que ça me semble peu. La stat que j'ai, c'est qu'il a été ciblé 109 fois et il en a attrapé que 63. Donc déjà, oui, mais il fait 11 drops. Donc c'est exactement ça, 10%.
Ouais, bon, pour moi, il y a 40% de trappes de passes dans sa direction qui sont pas attrapées. C'est pour ça que ça me Non, semble. mais non, drop, c'est pas non attrapé, c'est touché et relâché. Touché, Une passe relâché. lancée dans sa direction qui peut pas du tout attraper. Un drop, c'est vraiment, il a la balle et il devrait la catcher, mais il la Non, mais bon, de relâche. toute façon, Ça, c'est un oui. drop. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, Ouais. 10% des passes, il aurait pu les rattraper, finalement il les rattrape pas. Et puis dernière stat que j'ai trouvé aussi, j'ai été regarder combien de sacs on a concédé avec notre O-line. On a concédé 50, c'est énorme. C'est le troisième plus gros nombre de sacs concédés, à égalité avec, alors attends, tiens-toi bien, pardon, les trois dernières équipes au niveau de sacs concédés, c'est les Eagles, 65 sacs concédés, Washington, 50 sacs concédés, et nous Et aussi Cowboys. avec 50 sacs. Ah. Donc d'ailleurs ça fait les trois équipes, c'est nous, Washington et les Eagles. C'est beaucoup. Voilà, il va falloir diviser ça au moins par 2 pour espérer aller plus loin que ce qu'on a fait cette année. Ça, y a aucun doute. Mais c'est pareil, je pense que aussi la grande majorité de la pression subie et des sacs concédés, tu les retrouves sur le début d'année. Parce que Oui, quand je suis tu d'accord avec toi. regardes cette ligne offensive sur la fin d'année, et d'ailleurs ça se voit aussi sur le match contre les Cowboys, Jones a confiance en sa ligne et sa ligne tient. Et on a eu des gars, et notamment Andrew Thomas, qui souvent a affronté des types qui étaient vraiment très très réputés à leur poste, qui n'a pas été ridicule. Et je pense aussi, on en a parlé au dernier podcast, de Nick Gates qui a tenu tête à un Aaron Donald. Hein. Tout à fait, ouais. Rien que ça. Ouais. Et dernière stat, j'avais trouvé, je suis en train de regarder sur mon téléphone. Ah oui, c'est ça. La difficulté du calendrier pour les quarterbacks, tu vois, les défenses qu'ils rencontrent. Est-ce que tu sais que t'as peut-être vu passer ça? Si, j'ai vu que apparemment Daniel Jones est le quarterback qui a eu les défenses contre la passe les plus difficiles de la saison. Exactement. Il n'y a pas de quarterback qui a rencontré autant de défenses contre la passe aussi forte que Daniel Jones. Donc ça aussi, ça explique peut-être certaines choses. Donc voilà. En tout cas, si on doit résumer cette attaque, ça a été difficile. Mais elle a progressé dans le bon sens. Et c'est aussi ça qui fait que quand on regarde les derniers matchs, on se dit... Alors peut-être, à part le match contre les Ravens, où ça a été peut-être un peu plus compliqué pour notre O-line, mais globalement, il y a quand même eu une vraie progression, une nette amélioration de l'intégralité de cette attaque, sauf le poste de tight end. Mais en ajoutant quelques pièces, Alors, il nous faut un tight end numéro 1 et un wide receiver numéro 1. Je pense que si on a ça, peut-être un bon backup ou alors un tackle droit, puisque je sais que tu n'aimes pas du tout notre tackle droit actuel. Mais voilà, il nous manque 2 voire 3 joueurs pour avoir quelque chose de vraiment compétitif. Et le retour de Saquon Barkley, c'est marrant parce qu'on n'y pense presque plus, mais en fait, c'est énorme comme impact. Un joueur comme ça qui est absent une saison entière, c'est vraiment énorme. Mais t'imagines justement un joueur comme ça derrière la ligne offensive actuelle, parce que admettons qu'on garde la même ligne offensive, même avec un Cam Fleming que je n'aime pas, cette ligne offensive a progressé tant en défense du quarterback que en run block. Oui. On a vu que Wayne Gallman se débrouillait bien derrière cette ligne, et tu l'avais dit lors d'un podcast qu'il y avait certaines brèches que Wayne Gallman n'était pas capable de prendre, mais qui étaient des opportunités qui auraient été valables pour un Saquon Barkley. Et sur ça, je te rejoins totalement. Je pense que, en tout cas j'espère qu'on retrouvera un Saquon Barkley en pleine forme et justement capable de prendre avantage, parce que cette ligne ne l'aidait absolument pas en début de saison, et j'espère que ce sera un duo, enfin c'est pas vraiment un duo puisqu'ils sont 6 au total, 5 OL plus le running back, mais j'espère qu'il pourra en bénéficier. Oui, c'est vrai que je me souviens du début de saison, il se faisait plaquer, il avait à peine la balle et c'était des pertes Enfin, c'était vraiment horrible, c'était vraiment très dur ce début de saison. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur l'attaque ? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, et maintenant on peut parler d'une escouade qui a été extrêmement positive, mais ça on l'avait annoncé dès le début de la saison. Alors, les quelques stats importantes en défense, notamment 2-3 petites stats sympas que je vais t'annoncer. Alors, 22,3 points encaissés par match, on est 9e de NFL, 349,3 yards par game, 12e de NFL. On fait 2,5 sacs par match, on est 13e. 43 jeux concédés seulement de plus de 20 yards, là on est 5e. Et seulement 6 jeux de plus de 40 yards, on est 4e. Donc en fait, cette défense, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a été très bonne pour éviter les jeux explosifs. Et on l'a vu notamment dans le dernier match contre les Cowboys. 2 autres stats intéressantes. 1,6 fumbles provoqués par match, on est 2e de NFL.
Et en red zone, quand les équipes adverses sont en red zone et que nous on est en défense, l'équipe adverse ne marque des touchdowns que dans 50,85% des cas, donc 50,1, en gros 50% des cas. Et on est deuxième de NFL. Les derniers de NFL, c'est Kansas City, et l'équipe adverse marque des touchdowns 82% du temps. Voilà. Donc nous, c'est seulement 50% du temps. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on dit, le truc classique, c'est on plie mais on ne rompt pas. Et cette attaque, cette défense, c'est vraiment ce qu'elle a montré. Elle a plié, elle a quand même encaissé un peu de yards, etc. Même si on n'est que à 349 yards par match, donc 12e, ça reste quand même très honnête. Mais on a su maintenir cette attaque en respect, en n'encaissant pas de gros jeux et en faisant pas d'erreurs flagrantes, alors que c'était vraiment horrible les 2 années précédentes, avec un James Bettcher complètement à la ramasse là-dessus, des défenseurs qui communiquaient pas bien, qui comprenaient pas le cahier de jeu. Enfin, c'était vraiment terrible. Et cette année, on a senti vraiment une défense extrêmement meilleure. Ouais. Alors il y a une stat en même temps que tu étais en train de lister tout ça aussi qui me frappe un peu, c'est le nombre d'équipes qu'on a maintenues à 20 points ou moins. Ouais, alors c'est combien ? Est-ce que je peux deviner ? Bah vas-y. Tu la connais là ? Tu l'as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé. Ok, donc c'est 17 matchs la saison. Non, 16 matchs. 16 matchs. Je dirais, je sais pas, 9, 8 ou 9. Ouais, bah c'est exactement ça, c'est 9. C'est-à-dire que c'est 7 adversaires qu'on a maintenus sous 20 points et 2 adversaires à 20 points. D'accord. Et puis après, le nombre de fois où on a concédé plus de 30 points, il y a eu donc les 49ers, les Cowboys, premier match. Ah oui, ok. 37, et 36 et 37, et c'est tout. D'accord. Tout. Donc en fait, là ça montre vraiment que Patrick Graham a mérité son augmentation. Il a été, le talent était déjà là, hein, parce que dans cette escouade, il y avait quand même des joueurs qui étaient déjà présents sous Bettcher, c'est ce qu'on disait la dernière fois, qui montraient déjà des bonnes choses, mais qui n'avaient pas leur potentiel qui était maximisé. Là, on a il y a quand même eu certaines additions qui ont été quand même déterminantes. Oui, mais ça c'est la deuxième partie justement. C'est-à-dire que, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as des Dexter Lawrence qui étaient déjà là. T'avais, je pense aussi Tomlinson, Pepper, c'était là depuis une saison. Et après, comme tu dis, il y a eu des additions qui ont été très importantes. Hein. James Bradbury, déterminantes. Blake Martinez, Logan Ryan. J'oubliais de l'année précédente Leonard Williams, quand justement on avait tradé pour obtenir Leonard Williams. À la fin de la saison, on disait mais en fait on n'aurait pas dû faire ça, il a rien fait. Et il y avait plein d'analystes qui disaient mais en fait si vous vous limitez à la fiche de stats de Williams, oui en effet il n'a rien fait. Mais par contre quand vous regardez la game tape, mais il est partout ce gars. Il est pas forcément en train de faire les plaquages, mais il force les quarterbacks à rusher leur passe, les running backs à aller plutôt à droite qu'à gauche, et ainsi de suite. Et en fait cette saison, Leonard Williams, grâce à mon avis au game plan général de Patrick Graham, Leonard Williams a fait une saison mais incroyable défensivement. Ah oui, complètement. Bah, il met 11,5 sacs, il est 7e joueur avec le plus de sacs. Donc au-delà des sacs aussi, il a été présent à la défense contre la course. D'ailleurs, notre D-line qui est plutôt très très bonne. Donc oui, ça a été... il faut qu'on le garde, clairement, il faut le re-signer. C'est vraiment un des piliers de notre défense. Oui, et pareil pour un James Bradbury. James Bradbury était en train de fermer toute une moitié du terrain à lui tout seul. Ça change tout. Voilà. T'avais une tour de contrôle en la présence de Blake Martinez qui en fait 151 plaquages. Je crois que c'est 7e de la ligue. 4e, autant pour moi. Et un Logan Ryan extrêmement opportuniste qui nous a fait des plays qui ont clôturé quelques matchs. Donc ouais, excellente escouade. Pour moi, c'est vraiment l'escouade qui a porté cette équipe et qui fait que contre certaines équipes, par exemple, on a quand même tenu pendant les 3/4 du match contre les Tampa Bay Buccaneers. On a maintenu les Rams à moins de 17 points. Il y avait en début de saison, il y avait plein de grosses équipes où on se disait on va se faire éclater. Et en fait, grâce à la défense, on restait dans le match justement jusqu'au bout, mais on avait quand même nos limites.
D'ailleurs, il manquait pas beaucoup pour avoir plus de victoires, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose à certains moments. Tu parlais de Bradbury. Est-ce que tu sais combien il a eu de passes défendues? Alors, regarde pas parce que je l'ai la stat, mais est-ce que je l'ai aussi, la stat. Mince, bah dommage. oui, Bon. j'improvise beaucoup pendant ces podcasts, mais je travaille quand même un peu. Non, dans mes notes, j'avais noté qu'il avait 18 passes défendues. Par contre, une stat que je cherchais que je ne trouvais pas, c'est il est deuxième de NFL en nombre de passes défendues. Le premier, c'est Xavier Howard. Mais tu sais, parfois, t'as des sites qui vont te dire, bah tiens, ce cornerback, quand on lançait dans sa direction, le quarterback rating était de temps. Et ça, c'est assez parlant de dire que quand les quarterbacks ont un rating qui est pourri face à un cornerback, ça montre bien qu'en fait, le cornerback, il fait son boulot. Exactement. Et tu as aussi le nombre de passes lancées, puisque Bradbury ne doit pas avoir beaucoup de passes lancées dans sa direction non plus. Il y a un moment, dans le game plan, le coordinateur offensif, il dit, bon, bah, au moment du snap, le quarterback, tu regardes où est Bradbury, puis tu lances de l'autre côté, quoi. C'est à peu de choses près. Quand tu as un défenseur qui est aussi bon, on essaye de l'éviter en général. Voilà, donc cette défense qui a vraiment changé du tout au tout, qui faisait partie des pires de la NFL l'année dernière et qui cette année a été vraiment on va dire dans le top 10. C'est dur de savoir, il n'y a pas une stat qui dit qu'on est 8e, 9e, 10e, 11e. On traîne autour des entre 7 et 12, quoi. Voilà, c'est ouais, ça, mais je pense qu'en fait, si on avait aussi eu une attaque qui tenait les drives un peu plus longtemps, bien sûr. On aurait une défense qui aurait été bien meilleure. Enfin, dans le sens où en fait la défense ne serait pas retrouvée aussi souvent sur le terrain. Plus une défense se retrouve sur le terrain, plus elle est fatiguée et plus elle donne d'opportunités à l'attaque adverse de marquer. C'est sûr. Et donc forcément, mathématiquement, t'as plus de points qui sont encaissés. Tu exposes beaucoup plus ta défense, donc c'est sûr. Et d'ailleurs, je regardais, puisqu'on parlera des special teams très rapidement après, j'avais regardé le nombre de punts dans les 20 yards, mais en fait, je me dis, finalement, ça veut rien dire, parce qu'une équipe qui a une très bonne attaque, elle va jamais punter, donc le nombre de punts dans les 20 yards, en fait, ne veut pas dire grand-chose, finalement, par rapport à l'équipe dans laquelle tu te situes. Ça veut pas dire que ton punter est forcément meilleur qu'un autre. Voilà, donc écoute, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette défense, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Non, pareil, ouais, on a fait le tour. Si tu devais, puisqu'on disait qu'il manquait wide receiver et tight end numéro 1 dans l'attaque, peut-être tackle droit, si tu devais rajouter une ou deux pièces dans cette défense, tu viserais quoi plutôt? Un cornerback 2. Ouais. C'est-à-dire que je pense que linebacker, on est plutôt bon. Safety aussi. La safety, c'est le truc le plus loadé, je pense. Voilà. Safety et D-line, on n'a pas à y toucher. Normalement. Voilà. Slot cornerback, on a un Darnell Holmes qui est très prometteur. La ligne... et surtout que ça peut switcher avec les safety qui vont souvent monter au slot aussi, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. McKinney a beaucoup défendu dans le slot au dernier match. La ligne est excellente, mais pour qu'elle reste excellente, ça implique de re-signer impérativement un Leonard Williams et pourquoi pas un Dalvin Tomlinson qui est en fin de contrat. Ça va être chaud. Les deux, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais après tout va dépendre du cap, c'est ce que disait Dave Gettleman. Donc je dirais, ouais, en fait, soit un cornerback 2, soit un véritable edge rusher. Ouais, moi je pense que c'est les deux postes effectivement qu'il va falloir trouver. Et si je pouvais, je mettrais dans la draft un wide receiver en premier tour et un edge rusher dès qu'on peut juste derrière. Si le mec a le niveau évidemment. Mais les edge rushers confirmés que tu récupères en NFL, ça peut vite coûter cher. C'est pour ça que j'irais plutôt chercher, je pense, dans la draft. Mais bon, on n'a pas forcément d'un clowné comme on aurait pu le signer l'année dernière ou vraiment d'un top rusher. C'est déjà ce qu'on disait en début de saison, c'est que en fait avec les D-line qu'on a, il y a suffisamment de pression sur la ligne offensive pour qu'un edge rusher, Marcus Golden faisait quand même du bon travail. Bon, il a été un peu moins performant cette saison, mais globalement il faisait du bon travail avec grâce à la ligne défensive qui foutait la pression sur la ligne offensive adverse. Et oublions pas aussi qu'on a eu pas mal d'outside linebackers qui ont été blessés dès le début de la saison, donc ça nous a aussi pas mal pénalisé ça. Ok, rapidement on passe aux special teams. Oui, special teams, on reste dans la continuité puisqu'on a gardé le même coordinateur. C'était le choix de Judge de garder McConney, je crois. Voilà, et je pense que la principale star, c'est Graham Gano avec ses 30 field goals marqués.
31 field goal made. Il est 6e de la NFL avec le plus grand nombre de field goals et il est à 96,9% de field goal réussi. Là, il est que 3e. Mais en fait, les deux premiers, c'est deux kickers qui sont à 100%, mais par contre, qui en ont mis 24 et 16. Lui, il en a mis 31. Donc voilà, forcément ça, moins t'en frappes, plus. Voilà, c'est ça. Et il n'a pas été sélectionné. Donc on peut dire qu'il est premier. Concrètement. En tout cas, dans notre tête, il est premier. Là, voilà. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Notre punter qui était également aussi bon. Donc, au niveau des special teamers, vraiment, il n'y a pas eu trop de problèmes. Après, on a senti un peu de moins bien en deuxième partie de saison sur les special teams, qui couvraient un peu moins bien pendant un moment. Ça a été un peu difficile. Et c'est revenu un peu mieux en fin de saison. Donc, voilà, pas de grosse inquiétude là-dessus. Et globalement, ça tourne. On a eu quelques opportunités loupées, tu sais, de fake punt ou fake field goal. Je pense notamment à ce fake punt où il y a une passe de Dixon à Evan Engram, pour une fois qu'Evan Engram attrape un ballon. C'est annulé à cause de Cam Fleming. Enfin bon. Une fois où le mec sur le receveur, le chasseur qui ne regarde pas, qui était le cornerback là qu'on a. Ballantyne, qui était complètement regarde démarqué, même pas qui a alors pas qu'il est tout seul. Alors que Dixon avait envie de lui faire la passe. Il y a eu quelques opportunités loupées, mais on a senti que c'était quand même une escouade qui faisait le job. Et des special teams, c'est assez important. Quand même, un point négatif pour moi, c'est le kick-off return où on a eu rien de fait en fait. Qui c'était notre returner de kick-off? C'était Dion Lewis qui était plutôt mauvais, qui en a relâché en plus, qui a fait un ou deux fumbles. Un qui a été perdu, un qui n'a pas été perdu, mais bon, c'est toujours gênant de relâcher des ballons sur des kick-off return. Alors que par contre, en punt return, là, on a été plutôt bon puisqu'on a mis Peppers qui notamment ça a été assez flagrant contre les Cowboys. Si tu lui laisses un tout petit peu de champ, il peut te remonter 15-20 yards et ça peut te changer tout un drive offensif parce que forcément la position de départ est différente. Donc sur le punt return, moi si on laisse Peppers, j'ai pas trop de problème, mais sur le kick-off return, il faudrait quand même qu'on trouve quelqu'un parce que là c'est assez catastrophique. Dion Lewis qui je pense n'a pas beaucoup d'avenir dans notre équipe, qui n'a pas été spécialement bon, qui n'a pas fait grand chose, il n'a pas beaucoup brillé, donc je le verrai pas spécialement rester. Moi je sais pas quel est son contrat, mais bon. Je l'ai pas en tête son contrat, mais à mon avis si ça coûte pas bien cher, ça m'étonnerait pas qu'il reste au moins jusqu'au training camp, voir si quelqu'un est capable de le déloger. Exact. Bon, voilà, on en a fini avec ce petit bilan. Voilà. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que on accueille notre invité du jour, qui est Bertrand, qui devrait activer son micro. Comment vas-tu, mon cher Bertrand? Ça va bien, et vous? Toujours aussi bien. Si toi, tu dois nous donner ton avis là rapidement, puisqu'on vient de clôturer l'analyse de cette équipe des Giants, en 2 mots, toi, ce que tu as pensé de cette saison? On retrouve des valeurs défensives comme on pouvait avoir dans le passé, au niveau des Giants. Surtout, il y a de l'amélioration à avoir en attaque, évidemment, ça c'est le gros point, avec un wide receiver 1, ce serait bien, comme tu l'as mentionné. Les special teams, je reviens juste sur les special teams, il y a quand même eu 2-3 erreurs durant la saison. Je sais bien qu'on ne peut pas attendre la perfection du special team, mais pour un Joe Judge qui justement avait l'accent là-dessus, il y a quand même eu 2 petites taches d'ombre là-dessus. Maintenant, on ne peut pas attendre la perfection non plus, ça c'est sûr. Sinon, dans l'ensemble. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait, il y a eu un tout petit peu de moins bien à un moment effectivement sur les special teams et voilà. Mais est-ce que tu sens que l'avenir, comme le pense Mara, est-ce que cette équipe va dans la bonne direction pour toi? Ah oui, pour moi ça va dans la bonne direction, ça fait 19 ans que je les suis, il y a eu des bonnes années, là ça fait depuis quelques années c'est le marasme, on va être clair, avec ça va bien. Le John Marasme. Voilà, John Marasme, et au final de ce que je vois là, c'est qu'effectivement Judge, il est, on en reparlera sûrement sur les MVP, etc., les meilleurs coachs, mais Judge a apporté du sérieux, une structure, des méthodes, il a apporté quelque chose qui va aller dans le bon sens pour les Giants, et on retrouve une cohésion d'équipe et une structure surtout, c'est vraiment ce qui manquait, et les joueurs n'ont pas arrêté de le dire durant toute la saison, c'est vraiment, on repart sur de bonnes bases, donc que ça continue comme ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 100% du vestiaire qui est à fond derrière Joe Judge. Et quand on écoute les commentaires des joueurs juste à la fin du match contre les Cowboys, tu sens que les mecs ils sont contents d'être là et contents d'être des Giants. Et ça fait plaisir de voir ça. Et ça fait chaud au cœur. Alors que je me souviens qu'on entendait, oui, les joueurs, et sur Twitter ça circulait, les joueurs vont jamais signer parce que Dave Gettleman, ils veulent pas jouer pour lui, machin. Bullshit absolu. En fait, les mecs ont l'air ça a l'air d'être un vestiaire épanoui en fait. Et je pense que ça joue beaucoup dans la cohésion d'équipe. Ouais. Ah, mais on voit complètement la différence avec McAdoo et Shermer, où justement t'avais des Jack Rabbit, t'avais plein de joueurs qui, dès que ça allait mal, et ben ils commençaient en fait à bâcher tout le monde, alors que là on a eu des phases où ça allait très très mal, et pourtant tout le monde était à fond. Complètement. Et surtout, moi je revois la tête de Shermer et de McAdoo, on sentait pas des hommes, dès qu'il y avait des gros plans de télévision, qui avaient une poigne, qui avaient, je dirais, ils appelaient leur jeu les uns après les autres, et puis, bon bah voilà, ça se passait comme ça, et puis c'est tout. Là, Joe Judge, il est pas content, il monte au front direct, hein. On le voit avec les arbitres, avec ses joueurs, bah, voilà, c'est un entraîneur qui a de la pogne, on sait qu'avec lui, ça va dans le bon sens. Mais c'était pas des meneurs d'hommes, hein, complètement, c'était des coordinateurs, quoi. Des coordinateurs offensifs d'ailleurs, les deux avant d'être head coach, hein, ils étaient pas là pour être head coach, donc voilà. Alors que c'est marrant parce que j'ai revu l'interview d'introduction de Joe Judge là, et en fait il a été fidèle à ce qu'il avait dit, et ce qu'on a ressenti dans cette première conférence de presse, c'était réel, c'est vraiment ce qu'il a laissé transparaître sur tout le reste de la saison. Et comme tu l'as dit, Bertrand, on sent une vraie cohésion, et il a mis des méthodes en place, et il y a une patte Joe Judge qui est là, et normalement, hein, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça change, et il devrait rester notre head coach pendant quelques années et apporter un peu de stabilité. C'était qui l'ancien joueur qui avait balancé un tweet pendant le training camp quand Joe Judge faisait faire des tours de terrain quand il y avait des erreurs, et qui a dit ça va mal se terminer? Parce qu'on n'entend plus parler de ce gars-là. Ah oui. On avait dit, c'est le joueur qu'on cherchait l'autre fois, c'était le receveur des Vikings, là, c'était ça? Chris Carter, non, je pense pas que c'était Chris Carter, c'était quelqu'un. Mais bon, voilà, en tout cas, ça montre bien que au final, la méthode Joe Judge, qui avait été pourtant tant décriée par des joueurs en dehors des Giants, hein, des joueurs et des anciens joueurs, bah finalement cette méthode, elle fonctionne plutôt bien. Donc, oui. Bon, pour terminer sur l'équipe, moi quand j'ai vu, c'est peut-être que du comment je vais dire ça, pour la télévision ou autre, mais quand on voit Joe Judge se lancer dans la boue avec ses joueurs, qui fait partie, je pense, traditionnelle de l'équipe, voilà, on sent tout de suite une proximité, mais en même temps, voilà, il a la pogne au moment où il faut, donc ça colle bien. Non, un vrai meneur d'homme, je suis d'accord avec toi. Alors, on va passer à ces élections des MVP. Donc, alors, je vous donne les 5 catégories qu'on a choisies. Donc, MVP offensif, MVP défensif, meilleur rookie, meilleur coach, et on finit par le pire joueur des Giants de cette année. On commence par le MVP offensif. Qui veut se lancer en premier? Bertrand, on te laisse l'honneur sur ton MVP offensif du côté des Giants. Alors, à mon avis, vu l'effectif, on risque d'avoir les mêmes rapidement, je pense, mais façon de parler. Mais en fait, moi, je vais en donner un, et puis après, un peut-être plus surprenant, très rapidement. Donc, je pensais à Sterling Shepard, même malgré le peu de matchs, parce qu'il y a une assurance dans la prise de balle, dans la réception. On n'est pas déçu de ce qu'il fait sur des tracés courts ou autres. Donc ça, c'est bien pour moi, hein. Je présume que Sterling Shepard, même s'il a loupé quelques matchs au début. Et après, plus surprenant, Graham Gano, parce que il a quand même mis à un moment donné un field goal à 50 yards et plus, je crois, de mémoire. Et c'est quand même ça qui fait un petit écart. Je crois que c'est sur le match des Cowboys, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et ça, quand on réussit ces field goals, à un moment donné, ça paye aussi. Ça vous fait gagner de quelques points en plus. Ouais, c'est indispensable. Qu'est-ce que t'en penses, Thiergo? Bah oui, alors je rejoins tout à fait Bertrand sur le choix de Sterling Shepard, c'était aussi le mien, hein. Juste pour rappeler ses stats, donc Sterling Shepard, c'est 12 matchs joués en tant que titulaire, il a eu 90, on l'a ciblé 90 fois, et il a fait 66 réceptions, et pour 656 yards et 3 touchdowns dans la réception, et il a eu quelques courses, les jet sweeps, avec un TD contre les Cowboys. Donc ce sont pas des stats de malade, mais en tout cas ce qu'on voyait sur le terrain, c'est que c'était un choix safe pour Daniel Jones. Il y avait même des moments où je voyais Jones qui envoyait une passe un peu hasardeuse, et Shepard qui l'attrapait. Tu dis
comment il a fait, quoi. Et on a besoin, on a besoin d'un joueur comme ça dans une attaque. C'est certes pas un receveur numéro 1, mais même quand tu as un receveur numéro 1, tu as besoin d'un joueur comme Shepard pour profiter de ces opportunités où le receveur numéro 1 lui va attirer toute l'attention de la défense, et de ce côté là on a aussi vu que en fait Daniel Jones, le jeu de Daniel Jones s'améliorait nettement quand Shepard était sur le terrain. Ah bah complètement, je suis tout à fait d'accord. Alors moi j'ai failli mettre Sterling Shepard aussi, mais en fait à part lui je voyais pas qui mettre dans les joueurs un peu flashy, les skill position, donc receveur et running back. Du coup j'ai choisi Nick Gates en MVP offensif parce que ce poste de centre, c'était pas évident à combler. C'était pas son poste d'origine à Nick Gates. Et j'ai trouvé qu'il a une vraie progression. Effectivement, il était pas à l'aise au tout début. On en a parlé au dernier podcast. Hein. C'est une position qui est pas facile à apprendre, centre, puisqu'on a beaucoup de choses à comprendre et il faut adapter la O-line en fonction de ce qui se passe dans la défense. Mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment progressé et que l'intégralité de l'attaque s'est améliorée en même temps que Nick Gates. Donc moi, je mettrais Gates en tant que MVP offensif. Et deuxième MVP, je pensais à Gallman parce qu'il a plus pour le mérite, parce qu'il était vraiment mis de côté pendant un moment. Et une fois qu'on lui a donné sa chance, on a vu qu'il y avait de quoi faire avec lui et que c'était Enfin, moi j'aime bien les running backs qui rentrent dans le tas et qui n'hésitent pas à foncer, à gagner les 2-3 yards en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en mon deuxième MVP offensif. Il a quand même fait une petite frayeur contre les Cowboys avec son fumble en fin de match. D'ailleurs, il s'est excusé, je crois, en conférence de presse, juste derrière le match. Il dit désolé pour les émotions, ou je sais plus ce qu'il a dit, mais un truc dans ce genre-là, oui, c'est vrai qu'il nous a fait un peu peur. Il fait 2 fumbles sur ce match, c'est dommage parce que il faisait quand même une belle performance, même s'il n'a pas eu beaucoup de courses. C'est typiquement le genre d'action où, comme ceux qui doivent s'arrêter devant la ligne, et puis à un moment donné, les mains glissent, et en plus il pleut un petit peu ce jour-là. Oui. Ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire, c'est inévitable. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà. Donc vous êtes deux à avoir choisi Sterling Shepard, donc ce serait plutôt lui le MVP offensif. Côté MVP défensif, on va commencer par toi, Thiergo, cette fois-ci. Alors, j'ai eu une grosse hésitation. Je vais commencer par mon choix. Le choix étant Leonard Williams avec, comme tu l'as dit, 11 sacs et demi. Il a aussi 30 QB hits, donc c'est pas un sac, c'est en gros il touche le quarterback avant et le quarterback n'a plus le ballon. C'est 3e de la NFL, mais il a aussi 57 plaquages, dont 14 pour perte. Et j'hésitais avec James Bradberry parce qu'en fait je me disais au final, est-ce que c'est le fait que James Bradberry couvre bien qui permet à Williams d'avoir plus de temps d'atteindre le quarterback, ou est-ce que c'est à l'inverse, le fait que Williams atteigne le quarterback qui permet à Bradberry d'être plus performant? C'est un duo, c'est les deux. Oui, c'est peut-être les deux, et d'ailleurs ils ont la même note PFF en défense, 79,8, qui est une note très très forte. Mais donc voilà, finalement mon choix s'est porté sur Leonard Williams, que je veux absolument voir re-signer pour les saisons à venir. Complètement. Ok. Bertrand? Moi de mon côté, j'avais Leonard Williams et James Bradberry évidemment, Thiago en a parlé, mais moi je voudrais mettre en avant c'est le MVP de l'équipe, voilà, défensif, c'est-à-dire que pour moi c'est tout un ensemble qui permet de pouvoir stopper l'attaque adverse, et eux ils ont fait un travail d'équipe ensemble, donc je pense que de mon côté je vais mettre l'équipe défensive dans non, tu peux pas, ça c'est interdit. C'est interdit ça. Sur un joueur. Un joueur quand même. Un joueur quand même. Je vais dire James Bradberry alors. Il m'a quand même Leonard Williams c'est facile parce qu'on voit tout de suite, mais James Bradberry, il a quand même été cité plusieurs fois dans les matchs quand on les voyait. Ce sont les stats invisibles. En effet, au final, un cornerback à qui on lance pas le ballon, c'est quand même un cornerback qui fait un excellent boulot. Mais ça ne se voit pas dans les statistiques. Exactement. Pour le fun, j'avais Lalos aussi qui était marrant parce qu'il est rentré, il a quand même bien bossé. Ouais. Ça c'est drôle. Bon, c'est pas vraiment MVP, mais c'est vrai qu'il est marrant. Il a flashé 2 matchs, après on l'a quand même plus trop vu. Écoutez, moi pareil, je vais vous mettre un joueur que vous n'avez pas cité. Alors j'ai mis James Bradberry en deuxième aussi parce que c'est vrai que le boulot qu'il a fait était vraiment intéressant. Mais pour moi, le MVP défensif, j'ai mis Blake Martinez parce que pour moi c'est la plus grosse différence qu'on a par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a un vrai middle linebacker qui est, comme on aime bien le dire, entre guillemets, le quarterback de la défense, qui pour moi ça a tout changé. D'avoir un middle linebacker d'expérience comme ça,
qui est capable de vraiment gérer cette défense et de faire en sorte que... En fait, il a fait monter vraiment le niveau de l'intégralité de la défense, je pense. Il apporte de la solidité au milieu de terrain, il couvre parfaitement bien sur le jeu de course. Et puis il fait 151 plaquages. Ça, je sais pas depuis combien de temps on n'avait pas vu un joueur qui met autant de plaquages chez les Giants, mais probablement Antonio Pierce. Les années Antonio Pierce, moi c'est à ce moment-là que j'ai découvert la NFL et les Giants. Alors certes c'est pas un Ray Lewis, mais Antonio Pierce, qu'est-ce qui me faisait rêver ce joueur-là, et avoir un Blake Martinez qui en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, une tour de contrôle, ça fait exactement, j'allais le dire. Tour de contrôle, c'est le bon terme, t'as raison. Je pense que c'est ça. C'est vraiment tout ça s'appuie sur lui en fait. Donc voilà, pour moi c'est mon MVP défensif. Je l'avais également, mais je l'ai mis sur une autre catégorie que t'as pas d'ailleurs cité au début. Quelle catégorie que t'as pas dû citer? Ah oui, t'as peut-être oublié cette catégorie. Ah, on n'a pas mis joueur sous-côté. Bah écoute, on pourra l'improviser. On va l'improviser à la fin. Meilleur rookie. Je commence parce que j'ai pas commencé encore. Alors, meilleur rookie, moi je mets Darnay Holmes, qui a été le slot corner et qui a fait un excellent boulot sur cette position. Une valeur sûre de toute la saison. Et qui a plutôt bien progressé d'ailleurs. Il s'entraînait, on l'avait vu en intersaison avec Jabril Peppers, donc qui a dû lui donner quelques conseils. En tout cas, voilà, pour un mec du 3e tour, il a fait plutôt du bon boulot. 3e ou 4e tour d'ailleurs, je sais plus. 3e tour. Ouais, c'est ça, puisque pour moi, le 4e, c'est Matt Peart. En tout cas, oui, t'as raison. En tout cas, non, c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Bon, bah ça doit être l'inverse. Donc c'est ça. C'est Thomas, McKinney, Peart et puis Holmes. Oui, ça doit être ça. Ouais. Voilà, mais par rapport à l'an dernier où c'était vraiment une souffrance pour nous, ce poste de slot corner, ça a été une vraie. Enfin, on n'en a pas entendu parler finalement du poste de corner intérieur cette année. Il a fait quelques passes interférences qui parfois nous ont amené à des TD. Mais bon, l'an dernier, rappelle-toi. Voilà, c'est un rookie, mais si tu te rappelles de l'an dernier, c'était une telle catastrophe que on se faisait complètement ouvrir à ce poste-là, et là ça a été quand même beaucoup plus solide. Et j'en mets quand même un deuxième que je me suis mis entre parenthèses. Je m'en suis à chaque fois mis entre parenthèses. Je mettais Crowder aussi parce que pour avoir été sélectionné si tard dans la draft et avoir été aussi impactant sur cette saison, je le mets dedans aussi parce que c'est un joueur que j'ai bien aimé. Bah Bertrand, vas-y, je te laisse rebondir. Ah bah oui, alors j'y vais, allons-y. Moi de mon côté, j'en ai un qui n'a pas joué beaucoup de matchs, qui est arrivé sur le tard parce qu'il était blessé, mais je pense, vu le potentiel qu'il a, que ça va être terrible, Xavier McKinney. Oui, mais tu as raison, moi je l'ai pas mis parce qu'il est arrivé tard et qu'il a pas beaucoup joué, tu as raison. Mais sur très peu de matchs, il a quand même montré déjà que, attention, il y a du potentiel. Alors à moins bien sûr que ça soit un bust dès le départ, mais franchement, sur très peu de matchs, il a montré vraiment du talent. Et j'avais T. Crowder aussi en deuxième, puisqu'il a impressionné sur peu de temps aussi. Ouais. Okay. Alors moi j'ai un choix quand même assez différent du vôtre. C'était compliqué sur cette classe de rookie de trouver un MVP. Qu'il faut rappeler que ça veut dire Most Valuable Player. Donc c'est pour ça que pour moi McKinney, qui m'a beaucoup impressionné dans ses débuts, j'ai du mal à le mettre dans cette catégorie-là, puisque son apport a été limité. Pareil pour un Darnay Holmes qui a eu des plays très très positifs, mais n'avait pas un impact de manière régulière. Moi, mon choix, en fait, finalement, s'est porté sur Andrew Thomas. Parce que malgré des débuts très difficiles, il nous a montré une progression constante. Et même si je pense qu'il y a encore pas mal d'améliorations à faire dans son jeu, il a su protéger l'angle mort de Daniel Jones et Colt McCoy quand il jouait. Donc j'ai hésité aussi avec T. Crowder, mais au final celui qui était plus souvent sur terrain et qui a eu un impact positif tout au long de l'année, c'était Andrew Thomas. J'avais Thomas aussi à un moment donné, mais les linemen offensifs et défensifs sont rarement cités en règle générale. Et, bien sûr. C'est dommage, c'est dommage d'ailleurs. Mais parce qu'il aime bien être différent, Thiergo, alors c'est ça. Il a raison. Meilleur coach, Thiergo, vas-y.
Je vais pas être original, j'ai dit Joe Judge parce que certes Patrick Graham a fait un excellent travail comme coordinateur et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la réussite de la défense c'est avant tout la sienne, mais moi j'ai envie de saluer le travail de Joe Judge en tant que head coach et non pas en tant que coordinateur en position de head coach par rapport à McAdoo et Shurmur qu'on citait tout à l'heure. Il a fait une série de choix au cours de cette saison et on parlait un peu de son attitude un peu plus tôt dans le podcast qui m'ont vraiment donné énormément de confiance en ce gars, de me dire c'est bon, les Giants sont en route vers la victoire à nouveau. Alors je dis pas que la victoire ce sera l'année prochaine ou même celle d'après, ça va être à prendre un certain temps, mais pour moi on va garder Joe Judge un moment et je suis finalement plutôt content qu'on ait opté pour lui plutôt qu'un Matt Rule. Ok, Bertrand, je te laisse. Joe Judge également, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, comme disait Thierry au début de l'émission, et surtout parce que je pense qu'il nous ramène sur l'identité des Giants, qui est une attaque qui est, même si elle n'a pas de grosses stars, même s'il nous faut un wide receiver 1, mais et qui base tout aussi également sur la défense. Donc je pense qu'il se ramène sur l'identité des Giants. Et puis il a apporté énormément avec tout son staff depuis le début de la saison. Oui, tout à fait. Alors, moi, pour être un peu différent, j'ai mis Bobby Blick, l'offensive quality control coach. Non, je déconne, c'est pas vrai. Tu l'as inventé ce nom. Non, il existe vraiment. J'ai été voir, en fait, pendant que vous parliez, j'ai été sur le site des Giants voir le front office et j'ai été voir tout en bas dans les coachs voir qu'il y avait des noms improbables. Et il y a vraiment, en fait, t'as des mecs comme ça, assistant offensive line coach, assistant defensive back coach, assistant coach special projects and situations. Enfin, bref. Alors pour le fun, j'ai fait la même chose tout à l'heure, mais moi j'avais Spencer, Scherer et Anderson qui sont bien sûr les assistants de Graham au niveau de la défense. Ah oui, et donc je voulais les citer aussi, mais je me suis dit bon, je vais pas non plus. Non, mais sinon moi en vrai j'ai mis effectivement j'ai pensé à Graham, mais Judge a tellement. Tu vois, c'est un peu pour moi le parallèle. Blake Martinez a tellement été le centre de gravité de toute cette défense que Joe Judge c'est pareil, il a vraiment changé intégralement cette équipe, je pense. Et vous avez déjà tout dit, on va pas répéter, mais voilà, pour moi c'est lui le MVP des coachs de cette année, et j'espère qu'il le sera pendant longtemps, parce que tant que le head coach va bien, globalement c'est lui qui va choisir ses assistants, etc. Donc voilà, je pense que les Giants sont entre de bonnes mains. La petite ombre au tableau de Judge, juste histoire d'être tatillon, c'est là où il m'a un peu surpris, c'est quand il a décidé de remettre Daniel Jones si rapidement sur le terrain après sa blessure. On aurait mieux fait de se passer de Daniel Jones 2 ou 3 matchs consécutifs histoire de le récupérer en pleine forme, mais bon, sinon à part ça vraiment rien à dire. Ouais, je suis d'accord. Et on va enchaîner avec le pire joueur. Alors je vais vous donner les miens, j'en ai mis un entre parenthèses aussi. Donc mon pire joueur, pour moi c'est Evan Engram, il n'y a pas à chier, c'est l'impact le plus négatif qu'on ait eu, je pense, de tous nos joueurs. Pour un mec qui est jamais sorti du terrain en attaque, voilà, il a fait suffisamment de boulettes pour qu'on lui en veuille un petit peu, et j'espère qu'on le reverra pas l'an prochain. Et sinon, je mets Golden Tate aussi, surtout pour son comportement, qui a pas été terrible déjà sur le terrain, mais qui en plus en dehors du terrain a fait un peu chier. Donc voilà, je mets aussi Golden Tate. Je sais pas qui veut se lancer derrière. Moi, de mon côté, j'avais Golden Tate parce que au-delà d'Evan Engram avec ses drops et ses quelques boulettes, malgré tout, Golden Tate, là, c'était vraiment sur le comportement. Je ne suis pas content parce que on fait pas la passe à tel moment. Enfin voilà, là, c'est comportemental et donc je le mets quand même en tête par rapport à Evan Engram. Ouais, Golden Tate, il y avait aussi sa dispute en fin de match avec Jalen Ramsey pour l'histoire de Ramsey qui était sorti avec sa sœur. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y avait clairement un problème comportemental avec ce gars-là. Enfin. C'est sûr que lui, il avait 0 production, mais il a certainement pas fait aussi mal à l'équipe qu'Evan Engram. Et Evan Engram, qui pourtant, Evan Engram, niveau comportemental, il n'y a rien à dire. Tout le monde dit que c'est un super joueur, que c'est un bosseur, etc. Mais on va pas reparler de toutes ces bourdes, mais il en a fait tellement que là... Donc toi, tu mets qui alors? Tu mets Engram? Ah oui, bien sûr, Engram, tout à fait.
D'accord, bon bah on est assez d'accord sur Engrave en tout cas. On espère vraiment qu'il sera plus l'an prochain. Et tu vas voir, moi je suis persuadé. Partout où il va aller, il va y avoir un déclic et ça va devenir un monstre. Et on va se dire, ah c'est pas possible. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. Et donc, puisque effectivement j'avais oublié cette catégorie, mais vous l'avez cité, donc on peut se le faire. Joueur le plus sous-coté. Alors c'est toi qui as évoqué le truc tout à l'heure, Bertrand, vas-y. Alors moi j'avais donc Blake Martinez parce que malgré tout il a été fortement critiqué même par d'autres commentaires de spécialistes du foot américain quand il est arrivé chez les Giants en fait de Green Bay. Et il y a quand même 151 plaquages, il n'y a que Zach Cunningham des Texans qui est devant lui à 13 plaquages au-dessus en fait, d'écart. Ils sont deux je crois, il y a un deuxième ouais, joueur. Voilà, exactement. Et donc, bon, quand on voit ça, malgré tout, on se dit, il a eu un impact, et de toute façon sur le match, ça se voyait qu'il avait un impact terrible sur les contacts et puis sur le fait de faire reculer l'attaque adverse au maximum. Donc vraiment Martinez, pour moi, était joueur, je pense, tout côté, et j'avais aussi Julian Love, un petit peu malgré tout. Ouais, et bah écoute, moi parce que tu l'as dit tout à l'heure et dans les temps morts, j'essaie de regarder un petit peu. Moi j'aurais dit effectivement Julian Love, je le trouve pas mal en joueur sous-coté parce qu'il a fait du bon taf et il a eu du mal à sortir son épingle du jeu aussi en tant que corner, alors que quand il a joué cornerback 2, bah, il a été très bon. Et ça a été le cas contre les Cowboys. Moi, je suis toujours impressionné par cette défense des corners contre les Cowboys. Face à 3 receveurs si bons, je trouve qu'on a vraiment fait un super taf. Et Julian Love en cornerback 2, et ben, on ne l'a quasiment pas vu. Et c'est extrêmement bon signe. Et je dirais aussi, et là ça fera plaisir à Thiergo, je dirais Keller Fackrell. Qui a été très bon et dont on n'a pas spécialement beaucoup parlé, mais qui, quand il a été absent, en tout cas, ça s'est ressenti vraiment. Et c'est ça aussi la marque des joueurs intéressants, c'est que quand t'es pas là, bah, ça se voit. Quoi. Donc, voilà. Keller Fackrell, j'y ai pensé en tant que joueur sous-côté. Non, mais en fait, c'est... pour moi, il n'est pas assez sous-côté, Fackrell. Parce que, mine de rien, on l'a quand même pas mal vu. Tu vois, c'est comme un Logan Ryan. C'est-à-dire que c'est difficile de le mettre comme sous-côté parce qu'il a quand même eu pas mal de plays. On savait qui c'était. Non, moi, le joueur sous-côté que j'ai choisi, c'était plutôt Davlin Tomlinson, qui était au poste de nose tackle. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment qui est le nose tackle, en fait, c'est un gros defensive tackle qui se met généralement face au centre ou entre le centre et le guard. Et lui, son job, c'est pas forcément de choper le sac, pas forcément de plaquer le gars, mais c'est de retenir l'attention de deux defensive linemen pour boucher les trous. De boucher les trous pour permettre en fait aux autres de faire un play. Et de ce côté-là, il a fait un excellent boulot. Je pense pas que Dexter Lawrence et Leonard Williams auraient eu autant de succès sans lui. Il a quand même 3 sacs et demi. Donc ouais, et une 50aine de plaquages. Donc c'est une belle performance. Ouais, bien vu, c'est vrai. Tout à fait d'accord sur Fackrell et Tomlinson, je les avais aussi dans la tête de toute façon, il fallait faire un choix. Et d'ailleurs, on a fait que des choix défensifs, si je dis pas de bêtises. Oui, bah en même temps, en attaque, c'était compliqué d'avoir un MVP offensif, hein. C'était pas ultra évident. Enfin, il n'y a pas un joueur qui est sorti vraiment du lot comme on peut les avoir en défense. Bah, tu vois, tu citais Nick Gates comme MVP, à la limite, j'aurais plutôt cité comme joueur sous-côté, puisque... J'y ai pensé, voilà. Mais vu que je l'avais déjà mis dans mon MVP offensif, mais oui, c'est vrai qu'un joueur sous-côté, ça pourrait marcher aussi. Bon, voilà, est-ce que on arrive à la fin du podcast? On arrive quasiment à l'heure de podcast. Est-ce que vous voulez rajouter un truc avant qu'on rende l'antenne? Et bah, juste qu'on continue sur cette belle lancée. Que le projet de G-Man, oui, continue sur cette lancée et qu'on a cherché un wide receiver surtout, principal, pas tout de suite star, mais qui fasse la différence, comme un Justin Jefferson par exemple. Ok, ça marche. Bon, et puis avant de finir ce podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur la page New York Giants FR, @New York Giants FR. Thiergo, toi, on peut te suivre sur ton Twitter, THIERGOW. Voilà. Et Bertrand, tu as également un Twitter, parce que c'est là qu'on a discuté. Quel est tu as un arrobase? Bertrand /R-8 RCH, voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Et je follow tout de suite. Je follow. Voilà, merci à tous les deux. On vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. À plus tout le monde, ciao. Merci. Salut.